Le Grand Méridien était réputé pour son élégance et sa discrétion, accueillant la clientèle la plus fortunée du monde. Ses couloirs étaient toujours impeccables, son personnel formé à la perfection pour se faire invisible quand il le fallait et attentif dès qu'on le sollicitait. C'était le genre d'endroit où une nuit coûtait plus que ce que la plupart des gens gagnaient en un mois. Alexander parcourait ses couloirs avec l'assurance de quelqu'un qui possédait la moitié de l'immobilier de la ville, ce qui était le cas. À 37 ans, il avait bâti et développement corporation en un empire, redessinant les skylines à travers le pays. Il était soigné, ambitieux et, selon Forbes, sa fortune dépassait légèrement les 3 milliards de dollars. Son costume sombre était taillé sur mesure, sa barbe parfaitement taillée. Il venait de conclure un dîner d'affaires qui lui avait rapporté un contrat de 200 millions, et regagnait sa suite au dernier étage. Il était presque 23 heures lorsqu'il tourna au coin et la vit. Une jeune femme était assise par terre dans le couloir, le dos contre le mur près d'un chariot de ménage. Elle portait l'uniforme standard de l'hôtel, une robe noire à parements blancs et tablier, des gants en caoutchouc jaune encore aux mains. Ses cheveux blonds étaient relevés en chignon soigné, même si quelques mèches s'étaient échappées. Elle pleurait doucement, le téléphone collé à l'oreille. Alexander ralentit le pas. Le personnel du Grand Méridien était entraîné à rester professionnel en toutes circonstances, à ne jamais laisser les clients voir leur détresse. Pour qu'une employée soit assise dans le couloir en train de pleurer, il devait se passer quelque chose de grave. En s'approchant, il saisit des bribes de sa conversation. Sa voix était jeune, probablement début de la vingtaine, et chargée de larmes. « Je sais, maman. Je sais, mais je n'ai pas autant d'argent. J'ai fait des doubles shifts, mais ce n'est pas suffisant. Non, s'il te plaît, ne dis pas ça. On va trouver une solution. » Le médecin a dit. « Combien de temps ? 2 semaines. » « Mais ce n'est pas assez de temps pour... » Sa voix se brisa complètement. « Je ne peux pas te perdre. S'il te plaît, maman. S'il te plaît, ne baisse pas les bras. » Alexander s'arrêta, restant à distance respectueuse, mais incapable de passer son chemin. La douleur brute dans la voix de la jeune femme avait touché quelque chose en lui. Il pensa à sa propre mère, décédée 3 ans plus tôt d'un cancer. Il se souvenait de ces appels terribles, de ce sentiment d'impuissance. La jeune femme, dont le badge indiquait Emma, finit par le remarquer. Ses yeux s'écarquillèrent de panique et elle se releva précipitamment, essuyant son visage à la hâte avec le dos de sa main gantée. « Je suis vraiment désolé, monsieur. Je m'excuse. Je n'aurais pas dû. Je vais me pousser tout de suite. » Elle rangeait son téléphone dans sa poche, tentant de se recomposer, mais de nouvelles larmes coulaient sur ses joues. « Attendez, » dit doucement Alexander. « Ça va ?» Emma eut un rire sans joie, brisé. « Je vais bien. Je m'excuse pour le dérangement. Si vous avez besoin de quoi que ce soit pour votre chambre. » « Je n'ai besoin de rien pour ma chambre. Je vous demande si vous allez bien. » De toute évidence, non. Le masque professionnel d'Emma s'effondra. « Je suis désolé. Je viens d'apprendre une mauvaise nouvelle. Ma mère elle est très malade. Les médecins disent qu'elle a besoin d'un traitement, mais notre assurance ne le couvre pas. Ils lui donnent 2 semaines, peut-être moins, sans ça. Et j'essaie d'épargner, je fais autant d'heures que possible, mais ce n'est jamais assez. » Alexander se surprit à demander, quel genre de traitement ? Un traitement expérimental contre le cancer. C'est sa seule chance, mais ça coûte 50 000 $. J'ai environ 3 000 $ de côté. J'ai essayé d'obtenir des prêts, mais personne ne veut m'approuver. Je ne suis qu'une femme de chambre d'hôtel sans historique de crédit, et ma mère est en train de mourir, et je ne peux rien faire pour la sauver. Elle se couvrit le visage avec ses mains gantées, les épaules secouées de sanglots. Alexander resta là, lui qui dirigeait des conseils d'administration et négociait des contrats à plusieurs millions, et qui se sentait totalement impuissant face à la douleur de cette jeune femme. « Comment s'appelle votre mère ?» demanda-t-il. Emma leva les yeux vers lui, déconcertée par la question. « Catherine. Catherine Walsh. Et vous êtes Emma Walsh ? » ?»« Oui, monsieur. » Alexander sortit son téléphone et ouvrit son application de notes. « Dans quel hôpital est-elle ? Et comment s'appelle le traitement ? » Emma le lui dit, la voix tremblante de confusion. « Je ne comprends pas. Pourquoi vous me demandez ça ?
Parce que personne ne devrait regarder sa mère mourir parce qu'il n'a pas les moyens de payer un traitement. Il nota les informations. Je vais passer un coup de fil. À quelle heure finit votre service? Mon service? Emma semblait perdue. Je termine à 7 heures du matin, mais monsieur, je devrais vraiment. Pouvez-vous prendre une pause? Même 15 minutes? Je suppose que oui. Mais je ne comprends pas ce qui se passe. Venez avec moi. Alexander se dirigea vers sa suite, puis se retourna en voyant qu'Emma ne le suivait pas. S'il vous plaît, je vous promets que je ne cherche pas à profiter de vous. Je veux juste vous aider, et je ne peux pas le faire au milieu d'un couloir. Emma hésita. Toutes ces consignes sur le fait de ne pas fraterniser avec les clients luttaient contre la sincérité qu'elle percevait dans sa voix. Finalement, elle le suivit, poussant son chariot devant elle. La suite d'Alexander occupait tout le dernier étage, un espace immense avec des baies vitrées du sol au plafond donnant sur la ville. Emma avait nettoyé cette chambre plus tôt dans la journée, mais elle n'aurait jamais imaginé y entrer en tant qu'invitée. « Asseyez-vous, je vous en prie », dit Alexander en désignant le canapé élégant. Quand Emma hésita, toujours en uniforme et gants jaunes, il ajouta « Je vous assure que les meubles peuvent supporter ça. Asseyez-vous. » Emma s'installa tout au bord du canapé tandis qu'Alexander passait un appel. Elle l'entendit parler à quelqu'un nommé Richard, lui demandant de contacter immédiatement l'hôpital pour arranger que le traitement de Catherine Walsh soit intégralement pris en charge. Quand il raccrocha, il se tourna vers elle. L'argent sera viré à l'hôpital demain matin à la première heure. Votre mère aura son traitement. Emma le fixa, le visage figé par le choc. Quoi? Pourquoi feriez-vous ça? Vous ne nous connaissez même pas. Parce que je peux le faire. Parce que j'ai plus d'argent que je ne pourrais en dépenser en 10 vies. Et votre mère n'a que 2 semaines sans traitement. Le calcul est assez simple pour moi. Mais c'est 50 000 $. Je ne pourrai jamais vous rembourser. Ça me prendrait des années, peut-être des décennies. Je ne vous demande pas de me rembourser. Emma secoua la tête, les larmes coulant à nouveau. Je ne comprends pas. Les gens ne donnent pas comme ça 50 000 $ à des inconnus. Alexander s'assit dans le fauteuil en face d'elle. Quand j'avais 23 ans, je travaillais sur des chantiers pour payer mes études de commerce. Ma mère est tombée malade, un cancer comme le vôtre. On n'avait pas les moyens pour le traitement dont elle avait besoin. J'essayais d'obtenir des prêts, je cumulais 3 jobs, je dormais à peine. Un promoteur fortuné pour qui j'avais travaillé a entendu parler de la situation. Il a payé son traitement. Sans rien demander en retour. Il m'a dit que quelqu'un avait fait la même chose pour lui autrefois et qu'il se contentait de transmettre le geste. Elle a survécu? Votre mère? Oui. Le traitement a fonctionné. Elle a vécu encore 14 ans avant que le cancer revienne. 14 années que je n'aurais pas eu avec elle sans cet homme. Quand elle est morte il y a 3 ans, je me suis promis de faire la même chose que lui. D'aider les gens quand je le pouvais, surtout dans des situations comme celle-ci. Les mains d'Emma tremblaient. Je ne sais pas quoi dire. Merci semble tellement insuffisant. Alors ne dites rien. Appelez juste votre mère et dites-lui que le traitement est pris en charge. Dites-lui qu'elle va s'en sortir. Emma se leva sur des jambes vacillantes. Monsieur est. Alexander est. Merci. Je vous rembourserai d'une façon ou d'une autre. Même si ça me prend toute ma vie. Si ça vous aide de le dire, alors dites-le. Mais je ne tiens pas de compte. Emma, la vie de votre mère n'est pas une dette. C'est un cadeau. Un cadeau dont je suis honoré de pouvoir être l'instrument. Emma quitta la suite en titubant et Alexander l'entendit dans le couloir quelques instants plus tard, au téléphone. Sa voix débordait de joie et d'incrédulité tandis qu'elle annonçait la nouvelle à sa mère. Alexander pensa que ce serait la fin de l'histoire. Une bonne action accomplie. Une vie sauvée. Une petite façon d'honorer la mémoire de sa propre mère. Il ne s'attendait pas à revoir Emma. Mais le lendemain matin, alors qu'il réglait sa note à la réception, il la trouva dans le hall. Elle était visiblement là depuis des heures, probablement depuis la fin de son service. Elle portait encore son uniforme, mais elle avait arrangé ses cheveux et s'était lavé le visage. Elle s'approcha nerveusement. Monsieur est. Emma, avez-vous parlé à votre mère? Oui.
Elle n'arrivait pas à y croire. L'hôpital l'a appelé tôt ce matin pour confirmer que le paiement était arrivé. Il commence le traitement cet après-midi. Ses yeux s'emplirent à nouveau de larmes, mais cette fois c'étaient des larmes de joie. Vous avez sauvé sa vie. Je ne sais pas comment vous remercier. Vous venez de le faire. Non, je veux dire vraiment vous remercier. Il faut que vous sachiez ce que ça représente. Ce n'est pas seulement l'argent, même si c'est tout. Mais vous m'avez vu hier soir. J'étais invisible. Je le suis toujours. Je nettoie des chambres et les gens regardent à travers moi comme si je n'existais pas. Mais vous vous êtes arrêté. Vous avez demandé si j'allais bien. Vous vous êtes soucié d'une femme de chambre au hasard. Elle prit une profonde inspiration. Je veux vous montrer quelque chose. Est-ce que je peux vous prendre 5 minutes? Alexander consulta sa montre. Il avait une réunion à 10 heures, mais il se sentit curieux. D'accord. Emma le guida hors de l'hôtel jusqu'à un petit café du quartier. À l'intérieur, elle sortit son téléphone et lui montra des photos. Une femme aux cheveux blonds comme les siens, souriante malgré la maladie évidente. Des photos d'Emma enfant avec sa mère. Des photos d'elles deux ensemble. Leur lien transparaissait sur chaque image. C'est ma maman, dit Emma. Elle m'a élevé seule après la mort de mon père quand j'avais 5 ans. Elle cumulait 3 emplois pour nous maintenir à flot. Elle a veillé à ce que je termine le lycée même quand l'argent manquait. C'est la personne la plus forte et la plus gentille que je connaisse, et elle n'a que 47 ans. C'est trop jeune pour mourir. Emma leva les yeux vers Alexander avec une détermination farouche. Je vais vous rembourser. Pas parce que vous me l'avez demandé, mais parce que j'en ai besoin. J'ai besoin de pouvoir regarder ma mère dans les yeux et lui dire que je me suis occupé d'elle comme elle s'est occupée de moi. Alors je vais travailler plus dur. Je vais économiser chaque centime. Et un jour, je vous rembourserai jusqu'au dernier dollar. Alexander resta silencieux un moment. Si vous êtes décidé à le faire, alors laissez-moi vous proposer un marché. Au lieu de me rembourser, payez de l'avant. Quand vous serez en position d'aider quelqu'un d'autre, faites-le. Aidez quelqu'un comme je vous ai aidé. Comme ce promoteur a aidé ma mère. Continuez la chaîne. Emma réfléchit. Et si je veux faire les deux? Vous rembourser et payer de l'avant? Alors je dirais que vous êtes très ambitieuse, répondit Alexander avec un sourire. Quels sont vos projets, Emma? À long terme, je veux dire. Vous voulez rester femme de chambre toute votre vie? Non. Je veux être infirmière. J'y pense depuis que mon père est mort à l'hôpital quand j'étais petite. Les infirmières ont été si gentilles avec nous, si pleines de compassion. Je voulais être comme elles. Mais l'école d'infirmière coûte cher, et avec la maladie de ma mère, j'ai dû mettre ça de côté. Alexander sortit une carte de visite et écrivit quelque chose au dos. Voici le nom et le numéro de mon assistante exécutive. Appelez-la la semaine prochaine. Je finance plusieurs bourses pour les personnes qui se destinent au métier de la santé. Je pense que vous seriez une excellente candidate. Emma fixa la carte. Pourquoi faites-vous tout ça? Parce que ma mère m'a dit un jour que la richesse ne se mesure pas à ce qu'on accumule, mais à ce qu'on en fait. Et parce que je vois en vous quelque chose qui me rappelle moi-même à votre âge. Vous êtes une battante. Vous ne renoncez pas. Ça mérite qu'on investisse en vous. Au cours des mois suivants, Alexander suivit les progrès d'Emma par l'intermédiaire de son assistante. Le traitement de Catherine Walsh réussit. Le cancer entra en rémission. Emma postula et obtint l'une des bourses, s'inscrivant à l'école d'infirmière tout en continuant à travailler à mi-temps à l'hôtel. Mais Alexander ne s'attendait pas à la revoir personnellement avant près de 2 ans, lors d'un nouveau séjour au Grand Méridien. Il traversait le hall quand il entendit son nom. Monsieur Hay. Il se retourna et vit Emma, mais elle était différente. Elle portait une tenue d'infirmière au lieu de l'uniforme de femme de chambre, un sac à dos sur l'épaule. Son visage était plus mature, plus assuré, mais son sourire restait le même. Emma, qu'est-ce que vous faites ici? Je prends encore quelques shifts le week-end quand j'ai besoin d'argent supplémentaire. Mais je suis en 2e année d'école d'infirmière. Je fais mon stage clinique au City Général. Comment va votre mère? Le sourire d'Emma s'élargit encore. Elle est sans cancer depuis 18 mois.
Elle a repris le travail, elle est redevenue elle-même. Elle parle de vous parfois. Elle vous appelle son ange gardien. Je ne suis pas un ange, juste quelqu'un qui était au bon endroit au bon moment. Non, vous êtes bien plus que ça. Emma fouilla dans son sac et en sortit une enveloppe. Je voulais vous donner ça. J'ai économisé. Ce n'est pas grand-chose. Juste $2000, mais c'est un début. Alexander ne prit pas l'enveloppe. Emma, je vous l'ai dit. Je sais ce que vous m'avez dit, et je paye de l'avant. Je bénévole dans une clinique gratuite 2 fois par mois, j'aide les gens qui n'ont pas les moyens de se soigner. Mais j'ai aussi besoin de vous rembourser. C'est important pour moi. S'il vous plaît. Alexander vit la détermination dans ses yeux et comprit que cela allait au-delà de l'argent. C'était une question de dignité, de prouver à elle-même qu'elle en était capable. D'accord. Dit-il en prenant l'enveloppe. Mais je vais donner cet argent au fonds de traitement du cancer de l'hôpital, au nom de votre mère. Ça vous convient. Les yeux d'Emma s'emplirent de larmes, mais elle souriait. Plus que convenable. Merci. Ils parlèrent un moment. Emma lui raconta l'école d'infirmière, les patients qu'elle suivait, son rêve de se spécialiser en oncologie pour aider les malades du cancer comme sa mère. Alexander lui parla de son entreprise, d'une nouvelle fondation caritative qu'il créait pour aider les familles en crise médicale. Au moment de se quitter, Emma dit, « Vous savez, cette nuit-là dans le couloir, je priais. Je demandais à Dieu un miracle, un moyen de sauver ma mère, et puis vous êtes apparu. Je ne sais pas si vous croyez à ce genre de choses, mais je pense que vous étiez la réponse à ma prière. » Alexander repensa à cet instant, au choix qu'il avait fait de s'arrêter et de demander si elle allait bien alors qu'il aurait pu passer sans s'arrêter. Peut-être que nous sommes tous des réponses aux prières des autres, parfois. Peut-être que c'est comme ça que ça doit fonctionner. 5 ans après cette nuit dans le couloir, Alexander fut invité à prendre la parole lors de la remise des diplômes du programme d'infirmier du City General Hospital. Assis sur l'estrade, il parcourut du regard la foule des diplômés et repéra un visage familier. Emma Walsh était au 3e rang, en toque et robe, sa mère à ses côtés dans le public, en pleine santé et rayonnante de fierté. Quand le nom d'Emma fut appelé et qu'elle traversa la scène pour recevoir son diplôme, elle s'arrêta un instant en serrant la main d'Alexander. « Merci », murmura-t-elle. « Pour tout. Félicitations, infirmière Walsh. Vos patients ont de la chance de vous avoir. » Après la cérémonie, Emma le retrouva dans la foule, sa mère avec elle. Catherine Walsh le serra très fort dans ses bras, les larmes aux yeux. « Vous avez sauvé ma vie. Vous m'avez donné la chance de voir ce jour. Je ne pourrai jamais vous rembourser. » Voir Emma diplômée est un paiement suffisant, répondit Alexander sincèrement. Emma sortit une autre enveloppe, beaucoup plus épaisse cette fois. Je travaille à temps plein comme infirmière depuis 1 mois. Voici un autre versement. J'en suis à $15 000 maintenant. Alexander prit l'enveloppe, mais une idée lui vint. Emma, je voudrais vous proposer quelque chose. Au lieu de me rembourser en argent, et si vous travaillez avec ma fondation? Nous lançons un programme pour aider les familles en crise médicale, les orienter vers des ressources et un accompagnement. Nous avons besoin de professionnels de santé qui comprennent ce que c'est d'être de l'autre côté. Cela vous intéresserait? Les yeux d'Emma s'écarquillèrent. Vous m'offrez un emploi. Un poste à temps partiel pour commencer, puisque vous débutez votre carrière d'infirmière. Mais oui, en substance, vous aideriez des familles confrontées à la même situation que vous et votre mère, en les guidant, en les connectant aux bonnes ressources. Le salaire n'est pas énorme, mais cela vous permettrait de continuer à exercer comme infirmière tout en rendant ce que vous avez reçu. Emma regarda sa mère, qui hochait la tête avec enthousiasme. Oui, dit-elle. Oui, absolument. Oui. Au cours de la décennie suivante, Emma Walsh devint l'un des membres les plus précieux de la Fondation Hay. Elle travailla sans relâche pour aider les familles en crise, utilisant ses connaissances en soins et son vécu personnel pour guider les gens dans leurs moments les plus sombres. Elle rembourserait Alexander intégralement en 7 ans. Il reversa chaque centime à la Fondation au nom de Catherine Walsh, mais surtout, elle paya de l'avant des centaines de fois, aidant d'innombrables familles comme on l'avait aidé. Alexander assista aux funérailles de Catherine. Quand elle partit finalement à 62 ans, le cancer étant revenu après 15 ans, Emma prononça l'éloge funèbre, parlant de la force de sa mère, de sa gentillesse,
et des 15 années supplémentaires qu'elles avaient eues ensemble, des années pleines de moments précieux et de souvenirs qui n'auraient jamais existé sans la bonté d'un inconnu dans un couloir d'hôtel. Ma mère m'a appris que nous sommes tous connectés, dit Emma. Que la gentillesse qu'on montre aux autres crée des ondes qu'on ne peut pas prévoir. Un homme s'est arrêté dans un couloir alors qu'il aurait pu passer. Il a demandé si j'allais bien alors qu'il aurait pu détourner le regard. Et ce simple geste de compassion a sauvé la vie de ma mère et changé la mienne pour toujours. Après la cérémonie, alors que les gens partaient, Emma retrouva Alexander. Je ne vous ai jamais dit ce que j'ai prié cette nuit-là dans le couloir. Qu'avez-vous prié? J'ai prié pour un miracle. Mais j'ai aussi prié pour autre chose. J'ai prié que, si ma mère survivait, je passerais le reste de ma vie à aider les autres comme on nous avait aidés. Et je l'ai fait. Grâce à vous. Alexander secoua la tête. Pas grâce à moi. Grâce à qui vous êtes. J'ai juste ouvert une porte. C'est vous qui l'avez franchie, puis qui l'avez maintenue ouverte pour tout le monde. Des années plus tard, quand Alexander fut honoré pour son travail philanthropique, il raconta l'histoire d'une jeune femme de chambre en pleurs dans un couloir, d'une mère à qui on donnait 2 semaines à vivre, d'une prière exaucée et d'une vie transformée. Il dit à l'audience que son plus grand investissement n'avait pas été dans l'immobilier ou la technologie. C'était dans une jeune femme effrayée qui avait juste besoin que quelqu'un se soucie d'elle. Emma Walsh m'a appris quelque chose d'important cette nuit-là, conclut-il. Elle m'a appris que parfois, la chose la plus puissante qu'on puisse faire est simplement de s'arrêter et de voir quelqu'un. Vraiment le voir. Pas comme une aide invisible ou un visage anonyme, mais comme un être humain avec une histoire, des luttes et des rêves. Quand on fait ça, quand on se voit vraiment les uns les autres, c'est là que les miracles peuvent arriver. Dans le public, Emma était assise avec sa propre famille désormais, son mari et leurs 2 jeunes enfants. Elle repensait à cette nuit si lointaine, à son désespoir et à son sentiment d'impuissance. Elle repensait à l'inconnu qui s'était arrêté et avait demandé si elle allait bien, qui avait eu la gentillesse de l'aider alors qu'il n'y était pas obligé. Et elle repensait à toutes les personnes qu'elle avait aidées depuis, toutes les familles qu'elle avait accompagnées dans leur propre crise, toutes les prières qu'elle avait pu exaucer parce que quelqu'un avait exaucé la sienne. La chaîne de bonté continuait, maillon après maillon, vie après vie, prière après prière. Et tout avait commencé par une simple question dans un couloir d'hôtel. Ça va? Parfois, c'est tout ce qu'il faut. Quelqu'un qui s'arrête, quelqu'un qui voit, quelqu'un qui se soucie assez pour demander, et puis pour agir.